Bienvenue au Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont... pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. À Amkoui, on se remémore les tristes événements de l'an dernier, alors qu'un chauffeur avait provoqué la mort de 3 personnes et infligé des blessures à 8 autres. À Cap-Santé, les acteurs de l'industrie du tourisme responsables de la région de Québec se réunissent afin de créer une communauté entrepreneuriale. À Saint-Jean-Port-Joli, le programme Accès Loisirs de la MRC de Lillet permet d'offrir du loisir gratuit aux personnes à faible revenu. Grâce au projet vert, les élèves de l'école secondaire du Chêne Bleu, à Pincourt, apprennent comment planter des semis. C'est le temps de s'inscrire à la 17e édition du pèlerinage Terre et Mer, une randonnée de 70 km en Gaspésie qui aura lieu du 23 au 28 juin prochain. À Passepébiac, on se prépare pour accueillir plus de 400 jeunes au championnat régional scolaire en badminton. Mais pour commencer cette émission, on va se rendre à Lamalbé, où les agriculteurs et les agricultrices de Charlevoix se sont mobilisés pour sauver leur gagne-pain et assurer l'autonomie alimentaire du Québec. C'est en effet à Lamalbé que l'Union des producteurs agricoles du Québec, secteur Capitale-Nationale et Côte-Nord, a décidé de tenir sa première grande manifestation qui risque de se poursuivre un peu partout au Québec. Un reportage de Lydia Duchesne de TVCO. Une centaine d'agriculteurs et d'agricultrices de la grande région de la Capitale-Nationale se sont mobilisés ce vendredi 15 mars pour faire entendre leurs revendications auprès de la députée Karianne Bourassa. La mobilisation a débuté à Clermont pour se rendre jusqu'au bureau de la députée à Lamalbé, où une conférence de presse a été organisée. J'y ai rencontré Yves Laurencel, président de l'UPA pour la Capitale-Nationale et Côte-Nord, ainsi que Gabrielle Cadieux-Gagnon, agricultrice et repreneuse de l'entreprise familiale aux éboulements. Voici ce qu'ils avaient à dire. Hey, écoutez, avant de commencer, je veux vous dire, pour prendre les mots d'un grand premier ministre du Québec, pour reprendre ces mots, j'aurais jamais pensé être aussi fier d'être le président de la Fédération de la Capitale-Nationale Côte-Nord qu'aujourd'hui, parce que vous avez répondu présent, puis je suis fier de vous! Si on aurait été la filière batterie, ben non, si on avait été un club de hockey professionnel, peut-être qu'on aurait eu droit à un véritable financement pour notre ministre de l'Agriculture puis le ministère de l'Agriculture. Le gouvernement, là, il n'a pas eu honte de déverser des millions de dollars pour ajuster le budget. Il a eu honte. Il s'est caché pour ajuster notre budget. On n'a même pas 1% du budget du Québec. On est à 0,79 du budget total. Le budget du Québec, 134,5 milliards de dollars pour 1,25 qui va à l'agriculture. Ça marche pas, ça. Il se devait d'augmenter le budget en agriculture parce que d'année en année, l'agriculture puis le MAPAC, avec la financière agricole, n'arrête pas de perdre du poids. Puis nous autres, les producteurs agricoles, c'est nous autres qui en souffrent. On a l'impression qu'aux yeux du gouvernement, nourrir le Québec, c'est pas assez là pour mériter notre juste part du budget. Comme si nous étions acquis pour le gouvernement. Ça m'amène à me poser une question, puis posez-vous-la vous autres aussi. Il y a des journalistes ici aujourd'hui. Moi, j'ai pas la chance de parler à M. Legault. Mais vous autres avez la chance de l'interpeller avec vos médias. Posez-lui la véritable question. Est-ce que M. Legault
croient véritablement à l'agriculture du Québec. Aujourd'hui, notre cri du cœur, nous le lançons au premier ministre François Legault. Il était fier de parler d'autonomie alimentaire pendant la pandémie. Maintenant, on va lui parler de survie agricole. Puis on va espérer que le message de Charlevoix aujourd'hui, il se rende jusqu'à l'édifice Honoré-Mercier, dans sa tour de bronze. Puis oui, l'agriculture a déjà connu des meilleurs jours, où que la rentabilité était au rendez-vous, puis que la relève pour assurer la continuité de la ferme. Malheureusement, on constate aujourd'hui qu'il y a un recul important. Depuis plus de 2 ans, c'est encore pire et le revenu de nos producteurs est en chute libre. Un recul on retrouve à 1938. Pensez-vous que c'est normal de reculer avant la Première Guerre mondiale? Écoute, comme j'ai dit tantôt d'entrée de jeu, je ne pouvais pas être plus fier que ça. Écoute, c'est une fierté de représenter ces producteurs-là. Quand tu fais une mobilisation, puis ils sont derrière toi, sont là, puis ils répondent présents, puis sont impliqués, tu peux pas te sentir mieux que ça. Est-ce qu'on a le nombre de... Écoute, tantôt TVA, on dit une centaine, mais je vous le dis, là, on est tout près de 200. On est tout près de 200 producteurs. Et là, il y avait une autre mobilisation qui se passait en même temps. En même temps, sur la Côte-Nord, parce qu'on le fait ensemble, simultanément, parce qu'on est 2 régions. On est une grande région, Capitale-Nationale et Côte-Nord. Fait qu'on a dit, nous, il y avait 2 députés qu'on ciblait, fait qu'on a ciblé les 2 députés. Fait que... On l'a fait en même temps, mais c'est vraiment... Ça démontre la mobilisation du territoire. Tu sais. La Côte-Nord est aussi solidaire de Charlevoix, Québec, puis Québec est aussi solidaire de la Côte-Nord. Et toutes les réalités sont différentes, mais ils se rejoignent. Ils se rejoignent toutes. Au bout de la ligne, ils se rejoignent toutes. Oui. C'est ça. Justement, vous êtes venu rencontrer la députée cet après-midi. C'est quoi vos attentes? Bien, nous, ce qu'on vient y demander aujourd'hui, on vient demander d'appuyer M. Lamontagne pour que M. Lamontagne, sa voix soit portée plus forte envers M. Legault et envers M. Girard, pour que... Parce qu'on le sait, là, ce gouvernement-là, là, il est mené par Legault, Fitzgibbon puis Girard. C'est eux qui mènent le BAP, puis ils envoient ce qu'ils veulent, ils saupoudrent ce qu'ils veulent partout. Fait que moi, ce que je dis, c'est que Mme Bourassa, appuyez M. Lamontagne pour que M. Lamontagne ait les coups de franche pour régler les problèmes en agriculture. Tu sais, pour aider, pour qu'on puisse, enfin, une fois pour toutes, régler, bien pas régler tous les problèmes, mais au moins qu'on soit capable d'avancer dans la bonne direction. Parce que plus qu'on s'appauvrit, moins qu'on est capable de sortir la tête du trou. Fait qu'il faut, là, il faut arrêter de s'appauvrir, il faut avancer. Si ça bouge pas, on s'en va vers quoi? Bien écoutez, il y a déjà 6 faillites dans la région, là. Depuis 6 mois, il y a 6 fermes de fermées dans la région, là. Fait que si ça continue, c'est la réalité agricole de Charlevoix qui s'en va. Puis si M. Legault souhaite poursuivre le statu quo, je vous confirme qu'en 2026, on va se souvenir, et oui, la CAQ va gagner, mais la CAQ, ça va être la coalition des agriculteurs du Québec. Une des phrases qu'on répète tout le temps, c'est « Notre faim sera votre faim, F-A-I-M », puis c'est un peu ça, là, je veux dire, on rêve de souveraineté alimentaire, on rêve de pouvoir produire nous-mêmes. T'sais, on produit 30 de ce qu'on consomme dans le bœuf ici au Québec. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Puis tout ça, c'est dû à une surconsommation, c'est dû à une société dans laquelle la société dans laquelle on est. Fait que je pense qu'il va falloir collectivement prendre une décision pour dire qu'est-ce qu'on veut réellement. Fait que... C'est pas juste au niveau de la ferme qu'il faut que ça change. Ben non, c'est tout le monde, tu sais. Je veux dire, c'est pas juste le gouvernement non plus, là. Le gouvernement, c'est nous autres qui l'élit, là. À un moment donné, si on n'est pas d'accord, puis que tout le monde, avocats, notaires, médecins, disent ça marche pas, on réglerait une partie des problèmes si on était souverain alimentaire, si on était fiers des produits qu'on produit au Québec, si on se nourrissait adéquatement, si on était certain que les produits qui sont mis, parce que nous, on en a des normes au niveau environnemental puis des normes au niveau de la Santé Canada qu'on ne peut pas mettre, mais après ça, qu'est-ce qui est toléré dans les autres pays dans lesquels on importe à bas prix puis qu'on met sur nos tablettes puis qui viennent nuire? On se cannibalise d'un bord puis de l'autre. On dit la santé, la santé, la santé. C'est vrai que la santé, elle a besoin d'argent puis il faut investir dans notre santé. Mais quand tu manges des produits bourrés d'herbicides ou d'insecticides ou de quoi que ce soit, qui ne rencontrent pas les normes que nous, on applique nous-mêmes dans notre région, mais vous voulez faire quoi? On empoisonne notre monde. C'est pas ça qu'on veut. Nous, au Québec, on veut pas ça parce qu'on travaille avec les normes les plus sévères dans le monde. Le Québec a toujours eu les normes environnementales les plus sévères dans le monde. Puis tout ce qu'on veut, nous, c'est nourrir
pas humblement, mais normalement, puis avec les meilleures qualités possibles, avec les produits de meilleure qualité possible, les Québécois et les Québécoises. Là, on est en train de perdre la masse critique de l'agriculture. Il va rester tout le temps des petits guerriers qui vont continuer à le faire. Mais ces guerriers-là, ils ont besoin de la masse critique. Moi, quand je pense à ma production, mettons, qui est plus marginale, puis que les gens pourraient dire comme moi, mais toi, tu vas y vendre pareil tes produits. Ouais, mais moi, j'ai besoin du vétérinaire, puis j'ai besoin d'avoir de la nourriture à proximité, puis j'ai besoin des agriculteurs qui sont en santé autour de moi, oui, d'un abattoir, mais là, ça, si on rentre là-dedans, ça, un abattoir, il devrait en avoir dans chacune des régions, comme il y a des hôpitaux dans chacune des régions, comme il y a des CLSC dans chacune des régions, comme des écoles dans chacun des villages, les villes et villages. Puis, tu sais, ça devrait même pas être... Les études qui dépensent actuellement qui demandent si c'est pertinent de mettre un abattoir, puis si l'abattoir va être rentable, je le dis déjà, c'est comme un département d'entretien ménager dans un hôtel, ce ne sera jamais rentable, mais c'est le reste qui l'absorbe. Je veux dire, ça fait partie, c'est nécessaire. T'sais. Fait que je pense qu'on a un moratoire à faire, puis il va falloir que tout le monde s'assoie autour de la table, puis pas juste le ministre de l'Agriculture, mais les autres ministres aussi, puis le premier ministre, puis il va falloir que ça vienne du bas, puis pas juste des agriculteurs. Des gens qui se nourrissent 3 fois par jour, puis qui prennent des décisions, qui, quand ils arrivent devant un étalage, acheter, c'est voter. Achetez-le pas. Il est moins cher, c'est pas grave, je vais prendre le plus cher à côté qui vient d'ici, tu sais. Exactement. Fait que je pense que c'est par là que ça passe, c'est que tout le monde doit y mettre du sien. Puis je pense qu'on est vraiment rendu... Pour que les agriculteurs qui travaillent, genre, comme des fous, sortent, puis genre trouvent des remplaçants sur leur ferme, se lèvent à 4 heures du matin pour aller traire leurs vaches parce que genre ils vont pas être là à 7 heures parce qu'il faut qu'ils montent avec des tracteurs pour faire un convoi, sortent, c'est parce que ça va pas bien pantoute. C'est la semaine de la santé et sécurité des agriculteurs et Oui. agricultrices du côté de la CNSST. La santé mentale, on en parle-tu assez dans le milieu? On n'en parle pas assez. La santé mentale, c'est extrêmement important. Puis tantôt, il y a quelqu'un qui me disait, Yves, on te sentait émotif pendant ton discours tantôt. Oui, c'est émotif pour moi parce que moi, là, j'en fais une fierté, j'en fais un honneur d'être nommé le représentant des agricultrices et agriculteurs de la grande région de la capitale nationale Côte-Nord. Mais moi, j'ai toujours été accessible pour eux. Mais moi, ces producteurs-là, ils m'appellent. Puis des fois, ils m'appellent, puis c'est pas toujours joli ce que j'entends. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un producteur dans une étable. Il m'attendait, il tiendra me voir, il dit à l'étable, on jasait, il voulait pas être avec sa famille. Écoute, la personne, il pleurait, la chaude larme. Là. Je suis pas psychologue, moi, mais je l'ai écouté. J'ai fait du mieux que je peux. Mais c'est une pression que je prends, ça. C'est une pression que je suis pas. Puis je veux les aider. Puis tu sais, on essaie de trouver des solutions pour eux autres, puis les diriger vers les bonnes personnes pour les accompagner. Mais la santé psychologique, là, elle est énormément éprouvée présentement avec les agriculteurs au Québec. Et il y a dans notre tellement région. de travail qu'on C'est ça. met ça de côté. C'est ça, on met ça de côté. Oui. Bien, merci beaucoup, M. Laurentiel. Toujours un plaisir. Je m'entretiens maintenant avec Marc Beaudoin de la télévision de la Matapédia. On va faire ensemble le tour des dossiers et revenir sur un triste événement dont on soulignait cette semaine le premier anniversaire. Il s'agit de la tragédie qui a été causée par un chauffeur l'an dernier, le 13 mars, à Amqui, alors qu'un chauffeur a foncé sur les piétons, tuant 3 personnes et en blessant 8 autres. Je vais m'entretenir là-dessus avec Marc Beaudoin. Marc, bonjour. Bonjour, Martin. Marc, il y avait des cérémonies commémoratives cette semaine à Amqui pour se rappeler du drame qui a été vécu par la communauté. Oui, c'est important ici dans la communauté pas nécessairement de se rappeler de l'événement, mais de soutenir les victimes. Parce qu'on parle beaucoup des morts et des blessés, mais il y a toutes les autres victimes. Il y a d'autres personnes qui étaient là, qui ont évité le camion. Il y a les familles des victimes. Donc, c'est toute la population là, qui avait vécu ce drame-là. Donc, on voulait se commémorer et soutenir les victimes du drame. Alors, ce fut une belle soirée, là, haute en émotion, qui était en 3 parties. Oui. Bien, plutôt 4 parties, parce qu'en milieu d'après-midi, vers 15h05, il y a eu une minute de silence qui a été fait au parc, près où le drame s'est produit. D'accord. Et en soirée, il y a eu des allocutions. Donc, la mairesse s'est adressée à la population, les 2 députés provinciales et fédérales, la préfète. Il y a même 2 victimes, bien, une victime et le père d'une des victimes qui se sont adressés à la foule. C'était vraiment touchant
de les entendre. Quels sont les sentiments qu'ils ont partagés? Comment ils ont témoigné de leur dernière année suite au drame? C'était beau de les entendre. Ils ont beaucoup parlé comment ils ont vécu ça, comment ils ont remonté la pente. Okay. Et dans les deux cas, les deux parlaient, ont fait un peu d'humour. On voyait qu'ils avaient avancé, ils avaient cheminé dans cette histoire-là. C'était beau de voir la résilience et c'était touchant aussi en même temps de voir comment ils avaient passé au travers là, cette année-là, cette épreuve-là, un an plus tard. Est-ce qu'on peut dire que toute la ville d'Amqui s'était rendue rendre hommage à ce triste événement? Il y avait à peu près 400 personnes au parc Pierre et Maurice Gagné. Et après les allocutions, les gens marchaient avec une petite chandelle dans les mains pour se rendre à l'église. Et après ça, il y avait une messe commémorative. L'église était pleine. Marc, en terminant sur ce sujet, qu'est-ce qui reste au cours des ans comme souvenir ou qu'est-ce que ça a créé comme, j'ose pas dire traumatisme, mais qu'est-ce qui reste dans la population comme sentiment suite à ce triste drame, un an plus tard? Je dirais, je pense qu'il y a eu un beau soutien. Puis je pense que les gens continuent à se tenir ensemble et à se supporter pour passer au travers. On voit toute la résilience, on voit les gens qui se sont relevés de cette épreuve-là. Et même si on se commémore, on est encore debout, on continue d'avancer et la vie continue. Alors, c'est ce qu'on va souhaiter pour tous les gens qui ont été touchés par cette tragédie. On va parler maintenant d'un autre thème. Marc, il y a une quincaillerie qui ferme à Causapscal et ça crée des remous, ça, dans la communauté. Oui, c'est la coopérative Unoria qui est comme propriétaire du BMR, qui était la succursale BMR à Causapscal, qui ont fermé la porte de la quincaillerie. L'annonce a été faite le 28 février. Et la quincaillerie a officiellement fermé ses portes le 8 mars. Donc, si on regarde entre le 28 février et le 8 mars, le temps est très court. Donc, c'est une nouvelle qui est arrivée rapidement et qui s'est effectuée aussi rapidement. Et qu'est-ce qui cause problème, Marc? Qu'est-ce qui cause problème? C'est le fait qu'il n'y a pas d'autres commerces semblables à proximité? Effectivement. La quincaillerie la plus proche était Amqui. Donc, les gens qui veulent se déplacer, doivent se déplacer à Amqui. Donc, c'est une quinzaine de minutes de voiture se rendre à Amqui de Causapscal. Fait que c'est la plus proche. Donc, c'est comme un besoin important dans une municipalité qui est éloignée. Quand on parle de la municipalité de Causapscal, on parle de combien de population à peu près? À Causapscal, on calcule plus de 2000 citoyens qui habitent la municipalité. Mais il faut dire aussi que toutes les autres petites municipalités qui sont autour, comme Sainte-Florence, Sainte-Marguerite, qui sont de l'autre côté de Causapscal, qu'eux autres, s'ils veulent venir à Amqui, c'est beaucoup plus loin. Là, il faut calculer 20 km entre Causapscal et Amqui. Donc, les municipalités qui sont de l'autre côté de Causapscal, donc il faut rajouter peut-être un 10 km de plus. Donc, pour les autres municipalités qui sont à l'extrémité du territoire, c'est beaucoup plus loin aller à Amqui que d'aller à Causapscal. Et là, les élus ont décidé d'intervenir là-dessus, Marc. Oui, le 12 mars dernier, les élus ont demandé aux propriétaires de la coopérative Unoria de venir rencontrer la population pour expliquer cette décision-là. La décision a été expliquée beaucoup par moyens financiers. Ils disaient que c'était pas rentable, qu'il était trop endetté, qu'il n'arriverait pas à reprendre le dessus. Donc, ils ont choisi de fermer la succursale. Ça n'a pas passé beaucoup non plus avec les citoyens. Il y a des citoyens qui ont dit, je pense qu'il aurait dû y avoir des solutions. La ville de Causapscal était déçue également parce que s'il avait su que la coopérative avait des difficultés à faire fonctionner la quincaillerie, il aurait pu peut-être trouver des solutions pour les aider pour garder la quincaillerie ouverte. Mais comme je l'ai expliqué au début, le temps entre la décision et la fermeture, ça a été tellement rapide que personne n'a vraiment eu le temps de se retourner de côté. Donc, c'est beaucoup ça qui a été amené lors de cette rencontre-là, de dire pourquoi ça s'est fait si vite, pourquoi vous n'avez pas parlé avant, on aurait pu trouver des solutions. Et le but de cette rencontre-là aussi, c'était peut-être de convaincre la compagnie, coopérative Unoria, de peut-être de changer d'idée, peut-être trouver une solution, faire une quincaillerie plus petite, pour quand même avoir un pied à terre. On ne sait pas ce que ça va donner non plus, c'est tout récent. Ça avait semblé, selon les propriétaires, ça semblait être la décision pas mal définitive. C'est déjà fermé au moment où on se parle, là? Oui, ça l'a fermé le 8 mars. OK.
Dites-moi, Marc, la municipalité de Causa-Piscale, est-ce qu'on peut dire qu'elle est en croissance ou en décroissance, en dévitalisation? Parce que c'est un peu le signal que ça lance, là, quand les commerces ferment puis tout ça. C'est quoi le portrait de la situation là-bas? Comment va l'économie, entre autres, là? Bien, ça va quand même bien. C'est sûr que là, c'est un gros morceau qu'ils perdent. Puis c'est sûr que, oui, ça l'amène, la ville, à être dévalorisée. C'est ce qu'on ne veut pas non plus. Ouais. On a quand même, ils ont encore quand même une épicerie, ils ont quand même des choses de base. Mais là, si tout se met à fermer, c'est sûr que la ville va être dévitalisée. C'est ce qu'on ne veut pas non plus. Donc, ça, c'est sûr que la ville va travailler pour trouver une solution. Si ce n'est pas avec une Noria coopérative, ça va être avec une autre compagnie. Mais c'est sûr que là, ils travaillent pour avoir une solution pour réouvrir une quincaillerie là, dans la ville. Et ça, les élus se sont engagés à travailler là-dessus. Oui, c'est ce qu'ils ont mentionné lors de la rencontre, que ils ont ouvert la porte à une Noria coopérative pour qu'ils travaillent ensemble pour trouver une solution. Si ce n'est pas avec eux, ils vont trouver une autre solution, mais pour la ville, c'est important là, d'avoir une quincaillerie là, sur le territoire, dans leur municipalité. Maintenant, sur un autre thème, là, il y a un autre sujet qui fait jaser par chez vous. La MRC de la Matapédia a décidé d'aller en consultation pour proposer une espèce de règlement sur les lieux d'entreposage. Pouvez-vous m'en dire un peu plus long là-dessus? Oui, c'est ça. Pour faire une modification du schéma d'aménagement concernant les véhicules désaffectés. Donc, quand on parle de véhicules désaffectés, on parle de conteneurs, de wagons ou de remorques de camions. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont proposé des solutions pour essayer de modifier la réglementation. Et la consultation publique a servi à ça. Marc, juste avant d'aller plus loin, si vous me permettez. Le projet. Marc, si vous me permettez, juste avant d'aller plus loin, quand on parle là, d'anciens camions ou de remorques et tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est de l'entreposage sauvage qui se fait sur les terrains? Ce n'est pas des conteneurs, mais c'est devenu des conteneurs par l'utilisation que l'on en fait. Qu'est-ce que c'est exactement que ces îlots d'entreposage? Ça peut être justement, ça peut être pour des entreprises, ça peut être, ils entreposent des outils, ils entreposent du matériel pour la compagnie. Mais on met ça dans des anciens camions, dans des anciennes roulottes? Comment ça fonctionne? Oui, c'est comme des anciens véhicules qui servent maintenant à l'entreposage. Donc, c'est des gros conteneurs avec des roulettes, comme on peut voir là, un peu partout. OK. Fait que c'est tous des véhicules qui ne servent plus à déplacer des choses, mais qui vont servir à l'entreposage. C'est sûr que là, je ne peux pas vous faire tout le résumé parce que le document, il est quand même de la réglementation, il est quand même complet. Oui, mais en résumé, dites-le-moi quand même, là, rapidement, qu'est-ce que le règlement vise à faire, justement? C'est ça. Fait que je vais vous amener le point principal, celui qui a fait le plus réagir. Je l'ai dit, oui, je l'ai ici. Donc... On vous écoute. Oui, c'est concernant, afin justement d'utiliser des véhicules comme ceux-là, afin d'entreposage. Donc, c'est surtout ce point-là que je vais vous amener. Donc, les conteneurs doivent être installés dans la cour arrière ou sur la cour latérale de l'immeuble où ce qui est situé. Le nombre de conteneurs serait limité à 2. Les conteneurs doivent être propres, peinturé de la même couleur que le bâtiment principal. Donc, il ne doit pas avoir de traces de rouille, il ne doit pas avoir de publicité dessus. OK. On ne peut pas empiler 2 conteneurs un par-dessus l'autre. Et les conteneurs doivent être dissimulés de la rue. Donc, on ne doit pas pouvoir les voir de la rue ou d'un quartier résidentiel. Ils doivent être cachés par un écran végétal mature ou une clôture opaque. Donc, pour être sûr que ça ne gâche pas le visuel du territoire et la beauté des paysages. Donc, c'est probablement le point là, qui a fait le plus réagir. Donc, il y a eu beaucoup d'entrepreneurs qui se sont présentés à la consultation publique, des élus également, des citoyens. Pour les entreprises, de limiter ça à 2, pour certaines entreprises, ça ne fonctionne pas parce qu'ils en ont besoin de plus pour des entreposages, ils ont plusieurs terrains, ça ne fonctionne pas, ils en ont besoin de plus que 2. Donc, ça a fait beaucoup sursauter certains entrepreneurs. Au niveau des élus, il y a des municipalités qui avaient déjà une réglementation par rapport à l'utilisation des conteneurs. Donc, cette nouvelle réglementation, si elle serait adoptée comme elle a été proposée, ferait en sorte qu'il y a certaines municipalités qui devraient revoir leur réglementation. Donc, pour eux autres,
c'est du temps, des coûts supplémentaires pour Ouais. qu'ils soient réadaptés et qui fonctionnent en lien avec la réglementation qui est apportée là, par la MRC. Je ne l'avais pas nommé non plus, mais c'est sûr qu'aussi au niveau... si tu n'es pas une entreprise, mais tu es un particulier, tu ne peux pas avoir de conteneur dans ta cour. OK. Donc, ça aussi, ça a fait... Vous me c'est pardonnerez? beaucoup les entreprises. Oui, je comprends que les entreprises me manifestent un peu, mais moi, j'ai l'impression que le règlement fait en sorte qu'on ne pourra pas s'accumuler des déchets inopinément sur notre terrain non plus, là. Parce que des gens qui ont utilisé des vieux camions puis des vieilles remorques pour se faire de l'entreposage extérieur, il n'y a pas juste des entreprises. Là, pour les privés, là, pour les particuliers, ça doit également... C'est comme si on allait dans un règlement pour, je vais le dire comme ça, pour éliminer les cours à scrap. Est-ce que je me trompe là-dessus? Non, ça ressemble à ça. C'est pour ça qu'ils veulent, pour les particuliers, ils veulent interdire justement l'utilisation de conteneurs dans les cours à ce niveau-là. Donc, pour embellir le tout. C'est ça. Fait que donc, c'est pour ça que ça a fait jaser, parce que... Puis, ce qui a été ramené beaucoup, ils ont dit que ça ne se voyait pas ailleurs une réglementation comme celle-là. Ils disent que c'est beaucoup pénalisant. Puis, ce qu'ils ont ramené beaucoup, c'est qu'ils ont demandé c'est qui est touché par cette réglementation-là. Oui. Les gens voulaient savoir il y a combien de personnes qui sont en infraction et tout ça. La MRC n'avait pas été en mesure de répondre. Donc, le fait qu'il n'y a pas une étude complète qui a été faite derrière ça, c'est ce qui a levé aussi la colère là, chez les gens. Okay? Vous nous proposez quelque chose, mais on ne sait pas ça touche qui, puis c'est qui. Puis là, c'est qui est pénalisé à cause de qui. Donc, il y avait ça qui n'était pas clair non plus, qui a fait que ça a soulevé la grogne également, là, parce qu'on ne sait pas trop sur quoi c'est axé principalement, là, sur quel contexte qu'ils ont axé là, cette idée de réglementation. Ça, parce qu'il faut que je le dise, parce que ce n'est pas adopté. Là. Ils proposent... Oui. Parce que là, vous étiez en consultation, donc les gens sont venus s'exprimer. La prochaine étape, c'est quoi? Mais la consultation n'est pas terminée. OK. La consultation publique, elle est passée, mais s'il y a des gens qui ont des commentaires à faire, qui ont des propositions à faire, parce que c'était ça aussi la consultation, vous n'êtes pas d'accord à ce qu'on le fasse de même, mais vous nous proposez quoi? Les gens ont jusqu'au 11 avril. Donc, jusqu'au 11 avril, les gens peuvent encore déposer des propositions, dire non, moi je suis contre ça. Ils peuvent lire la proposition de règlement et dire qu'ils sont contre. Pourquoi? Et envoyer des propositions. Donc, jusqu'au 11 avril, on ramasse encore les commentaires. Et après ça, la MRC va revisiter son réglementation par rapport aux commentaires qu'ils ont reçus. C'est ce qu'ils ont mentionné. Ils vont se servir des commentaires pour réajuster le tir, puis là, ils vont pouvoir refaire une nouvelle proposition par la suite. Et Marc Baudouin, ça nous fera plaisir de voir un de vos reportages au Bulletin des régions sur ce sujet en suivi à notre conversation. Alors, merci beaucoup. C'est sûr qu'il y en a un qui s'en vient. Merci beaucoup, au plaisir. Merci. À Cap Santé, le tourisme responsable 4 saisons est à l'honneur, alors que les responsables du tourisme de la région de Québec se réunissent autour du thème de la montagne et de la nature pour créer une communauté entrepreneuriale. Un reportage de Charles Laviolette de CJSR. C'est à Cap Santé le 28 février dernier que se tenait le premier grand rassemblement de la communauté montagne et nature. La rencontre a réuni des entrepreneurs en tourisme et des représentants d'organismes autour du thème du tourisme responsable 4 saisons. Cette initiative de Destination Québec Cité se poursuivra avec 3 autres grands rassemblements et culminera avec un concours entrepreneurial avec 1 million de dollars en bourse. Une série de 12 webinaires est déjà disponible en ligne pour inspirer le développement de solutions pour un tourisme pérenne et faire face aux changements climatiques qui hypothèquent la saison hivernale. Donc, on est rassemblés aujourd'hui pour ce premier grand rassemblement du Plan Montagne. Plan Montagne qui découle d'une initiative du ministère du Tourisme pour répondre à divers enjeux de l'industrie touristique de montagne et de plein air à Québec. Donc, à Destination Québec Cité, on a décidé avec le Plan Montagne de créer une communauté entrepreneuriale pour justement rassembler autant les membres, les joueurs de l'industrie, les entreprises, mais tout l'écosystème qui gravite aussi autour des entreprises et de l'industrie touristique pour les aider à répondre aux défis et aux enjeux qui viennent avec, par exemple, les changements climatiques. Et donc, aujourd'hui, on a une excellente réponse. On a eu entre 100 et 150 personnes qui se présentent avec nous. Et le but de la journée, c'est de créer des liens, des maillages. Donc, on veut outiller les gens pour créer, quand on parle de communauté, on veut que les gens se rassemblent, discutent de leurs enjeux, trouvent des solutions communes. Et c'est le but de ce premier grand rassemblement-là
autant pour diversifier l'offre touristique qu'il y a sur le territoire, une offre touristique qui pourrait se vouloir 4 saisons pour favoriser la pérennité de l'industrie touristique de montagne et de plein air, favoriser aussi les chaînes d'approvisionnement locales, répondre à divers enjeux de tourisme responsable et durable. Donc, plusieurs éléments qui font en sorte que ensemble, seul on va plus loin, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Alors, c'est le but de la communauté entrepreneuriale. Si je peux vous donner un exemple qui semble assez flagrant, on le voit cet hiver d'ailleurs, là, avec l'hiver qu'on a, avec le peu de faibles précipitations. Si on pense, par exemple, tout ce qui est station de ski, de montagne, la période d'opération des stations de ski se voit réduite par les changements climatiques qui limitent les précipitations, moins de neige. Donc, on doit pouvoir diversifier pour pouvoir pérenniser justement nos actions, étendre nos actions davantage 4 saisons. Et ça, souvent, mais ça se fait pas tout seul parce que les solutions viennent justement avec un arrimage avec différents partenaires, certaines entreprises qui peuvent collaborer ensemble. Donc, des enjeux de changement climatique qui viennent perturber les saisons touristiques, les activités qu'on peut faire, qu'on peut réaliser ou ne plus réaliser, justement, fait en sorte que pour pérenniser, bien, des fois, on doit se renouveler. Et quoi de mieux que de se renouveler ensemble, de créer des synergies pour s'assurer, justement, que l'ensemble de l'industrie soit pérenne. Plusieurs conférences et ateliers se sont tenus durant la journée. Étienne Beaumont et Frédéric Asselin ont entre autres présenté le modèle d'affaires de la coop de solidarité Bras du Nord. Pour la suite des choses, il faut savoir que le plan montagne, c'est, oui, une série de 12 webinaires qui visent à outiller, à former les communautés, justement, sur diverses thématiques, comme je disais tout à l'heure, autant l'innovation, le tourisme responsable et durable, même comment aller chercher du financement pour ces projets de tourisme durable. Donc, c'est d'essayer de faire un lieu où, justement, où on se parle, où on se rassemble. Les grands rassemblements aussi en présentiel sont une autre occasion où là, concrètement, on prend plus le temps ensemble de parler. Mais il faut savoir que c'est aussi le concours entrepreneurial avec 1 million de dollars qui vise à réaliser des projets pour aider la communauté, pour trouver des solutions, pour amener les entrepreneurs et l'écosystème à travailler ensemble avec des projets porteurs et structurants de diversification de l'offre touristique 4 saisons. Assurément, les entreprises, les entrepreneurs, les organismes en but non lucratif sont invités à s'intéresser au concours entrepreneurial parce qu'ils sont admissibles dans le concours. Je vous invite à aller voir sur la page web et dans le guide du promoteur, là, du demandeur, les détails du concours en soi. Mais oui, un entrepreneur peut déposer un projet. Ce qu'on souhaite, par contre, c'est avoir des projets structurants. Alors, assurément, on demande d'avoir un regroupement d'organismes, d'entrepreneurs ensemble pour déposer des projets qui vont être porteurs dans la région. Marie-Ève Lamonde de CEMA TV est à Saint-Jean-Port-Joli pour nous présenter le programme Accès Loisirs de la MRC de Lillet. On s'est déplacé du côté de Saint-Jean-Port-Joli au café culturel Tempête pour parler de Accès Loisirs. C'est Joséanne Dumais, qui est agente de développement à la MRC de Lillet, qui va nous donner plus de détails sur ce programme-là. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est Accès Loisirs? En fait, Accès Loisirs, c'est un programme qui est offert dans plusieurs MRC du Québec. Cet organisme-là accompagne les MRC pour qu'on offre du loisir gratuit dans nos communautés. Puis il offre aussi d'autres services là, aux communautés entourant le loisir puis le matériel mis à la disposition des gens gratuitement. L'objectif, c'est d'offrir du loisir gratuit aux gens qui sont en situation de faible revenu. Donc, c'est bon pour la MRC de Lillet au complet, même si on est à Saint-Jean-Port-Joli, on ne parle pas juste de Saint-Jean-Port-Joli. Non, effectivement, c'est bon pour tout le territoire. Il y a vraiment des partenaires qui vont donner dans différentes municipalités de la MRC. Puis, il va y avoir aussi plusieurs endroits pour s'inscrire là, sur le territoire. On peut s'inscrire à quoi, en gros? Je pense qu'on est ici à la Tempête, c'est pas pour rien. Non, effectivement. Ici même, le café va donner des activités gratuites aux citoyens. Ça peut être des activités comme le soccer pour les enfants. Ça pourrait être un spectacle gratuit à la médiathèque. C'est des exemples. Dans le fond, nous, la MRC, ce qu'on a fait comme travail, c'est vraiment d'aller chercher des partenaires qui acceptaient d'offrir des places de loisirs gratuits. Donc, il n'y a aucun échange là, entre la MRC et les partenaires. C'est vraiment eux
qui décident de donner gratuitement des places à leurs loisirs. Fait que ça fait vraiment, c'est vraiment sous la base de la bonne volonté des gens que ce programme-là existe. Donc voilà, il y a aussi les municipalités qui offrent des loisirs gratuits là, aux résidents. Si j'ai bien compris, il y a, oui, des événements ponctuels, mais aussi ça peut être la session d'été au complet là, pour le soccer, par exemple. Exactement. Donc, ça peut être un billet pour une journée, un accès pour un festival, mais ça peut être aussi de faire partie de l'équipe de soccer pour tout l'été ou un cours de danse, par exemple, qui serait sur plusieurs semaines. Donc, on peut préciser que c'est pour les personnes à faible revenu. Oui, exactement. Il faut respecter un certain barème là, au niveau du revenu. Si les gens se posent la question, ils peuvent aller sur notre site web à la MRC, mrclillet.com, dans la section loisirs. Puis toute l'information est là, mais oui, il faut respecter un certain barème là, par rapport aux revenus. Ouais. On va peut-être donner plus de détails sur les différentes activités que vous allez proposer. Oui, donc en fait, il va y avoir autant là, des inscriptions pour le camp de jour qui vont être offertes gratuitement. Donc, si vos enfants souhaitent aller au camp de jour durant l'été, pour certaines municipalités, ça va être offert gratuitement. Il va y avoir quelques places gratuites. Il faut dire aussi qu'on a des inscriptions au soccer, au tennis. La médiathèque offre des places pour des spectacles. La salle André Gagnon aussi à la Pocatière offre des places en nos résidents pour des spectacles gratuitement. Les Arts de la Scène de Montmagny font la même chose. Différentes municipalités offrent aussi le baseball gratuit. Donc, il y a certaines places disponibles là, pour différentes activités. On a vraiment une belle offre cette année. Là. On a vraiment relancé le programme Accès Loisirs sur de bonnes bases. Là. On voulait vraiment offrir le maximum à nos résidents. Est-ce que ça comprend l'équipement aussi? Parfois, oui. Parfois, c'est inclus dans la gratuité. Parfois, non. Donc là, à ce moment-là, les gens doivent nous dire s'ils sont capables d'avoir en main l'équipement nécessaire. Sinon, il y a toujours possibilité de s'organiser là, puis de trouver quelque chose pour eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le programme Accès Loisirs offre aussi une centrale d'équipement. Donc, quand on fait partie en tant que territoire à ce programme-là, on a le droit de se rendre à la centrale. Donc, tous nos organismes ont droit à ça, toutes nos municipalités aussi. Puis, elles peuvent aller chercher l'équipement nécessaire aussi pour leur activité. Là. Fait que, il y a toujours une solution possible. Josiane, à quel endroit est-ce qu'on peut prendre plus d'informations? Donc, tu l'as précisé là, sur le site Internet, mais pour les gens qui veulent s'inscrire, parce que quand même, moi, ce que j'ai entendu dans ce que tu viens de me dire, c'est qu'il y a des places limitées quand même. Oui, il y a des places limitées, puis ça va être le premier arrivé, le premier servi. Donc, puis on ne peut pas s'inscrire en dehors des plages horaires déterminées. Donc, ça va être dans la première semaine d'avril. Puis les gens vont pouvoir se rendre soit ici au Café Tempête, soit à Sainte-Perpétue, à la salle du conseil municipal, donc dans les bureaux municipaux, ou à Saint-Pamphile également, là, il y aura un local dédié pour s'inscrire. Donc, c'est vraiment 3 dates différentes, 3 lieux différents pour couvrir le maximum le territoire. Puis les gens qui arrivent en premier ont les premiers choix, en fait. Là. Donc, ça prend un salaire annuel maximal, là, ça c'est certain. C'est inscrit sur votre site Internet, cette partie-là, je l'ai trouvée. Par contre, je voulais savoir, les gens le prouvent comment quand ils vont se rendre justement à ces différents endroits pour s'inscrire? Oui, c'est une bonne question. En fait, ils doivent apporter une preuve de revenu, donc le rapport d'impôt, l'avis de cotisation, là, des preuves de revenus officiels. Puis, ça doit aussi inclure une preuve de résidence. Donc, on doit prouver qu'on habite le territoire également de la MRC. Oui, c'est quand même important. Hein? C'est eux qu'on veut gâter. Exactement. Et sinon, Accès Loisirs nous propose quoi d'autre? En fait, Accès Loisirs nous propose, nous accompagne, en fait. C'est vraiment la MRC puis les organismes partenaires qui travaillons à le mettre en place. Mais Accès Loisirs nous accompagne pour tout ce qui est au niveau de la confidentialité. Donc, tu sais, les gens doivent être assurés aussi que on ne divulgue pas le nom des gens inscrits à Accès Loisirs. C'est vraiment gardé de façon confidentielle, puis il y a un effort qui est fait. Donc, le programme nous offre ça, nous offre la centrale d'équipement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour cette année. On a déjà donc des gens qui ont décidé de s'impliquer puis de donner des places. Mais j'imagine que l'année prochaine, c'est tout à recommencer, tout ça?
Bien, en fait, il va y avoir 2 périodes d'inscription, donc une au printemps, là, celle qui s'en vient, une à l'automne pour toutes les activités là, qui sont d'automne et d'hiver. Puis ensuite, chaque année, on reprend la même formule, là, puis on réapproche nos partenaires. Mais habituellement, une fois qu'ils ont embarqué, bien, ils connaissent le programme puis le concept, puis ils ont envie de redonner encore, là. On a parlé de soccer, de baseball. Là, on passe aux plus jeunes à ce moment-là, mais ça s'adresse à qui? Est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Oui, on a aussi du loisir pour les adultes. Des fois, c'est des places familiales, donc pour toute une famille. Donc, c'est vraiment de 0 à 99 ans, là, il y a des loisirs pour tout le monde. C'est assez large. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Josiane, donc on rappelle le site Internet où on peut aller chercher plus d'informations? Oui, au www.mrclillet.com, dans la section loisirs, vous allez avoir toute l'information. Donc, vous allez trouver le salaire maximal accepté, mais aussi les endroits et les dates où vous pouvez aller vous inscrire, tout simplement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, nous avoir parlé d'Accès Loisirs. Merci à vous. Les élèves de l'école secondaire du Chêne Bleu à Pincourt ont profité de l'arrivée du printemps pour commencer à préparer leur semis et Chantal Bédard de CSUR.tv est allée à leur rencontre. Bonjour, je m'appelle Abigail et aujourd'hui on va parler des semis. C'est quoi l'avantage de démarrer les semis à l'intérieur dans notre beau Québec, là, dans notre belle région? C'est parce que si on le faisait pas, on n'aurait pas de tomates, de poivrons. T'sais, on pourrait peut-être en avoir un tout petit peu, mais certainement pas là, dans les quantités qui deviennent intéressantes pour nous. On a quand même un climat qui est froid, fait qu'on n'a pas le choix. C'est ça la réponse, c'est plate de même, mais il y a certaines cultures, donc les cultures chaudes, qui doivent en fait être démarrées à l'intérieur, puis il y a d'autres cultures froides qu'on doit le faire aussi parce que c'est un petit peu plus long, comme le brocoli. Tu sais, ça dépend aussi quand est-ce que je veux que mon légume soit prêt. Parce qu'on, si mettons, je veux du brocoli, tu sais, un petit peu au début de l'été, bien là, je dois le planter maintenant, en avril. Versus de la laitue, que je peux en planter tout au long de la saison, puis m'attendre d'en avoir plus régulièrement. Tu sais, ça dépend vraiment du nombre de jours que ça prend pour atteindre la maturité et quand, surtout quand on fait des paniers pour des clients, quand le légume doit être prêt. C'est plein de bébés graines comme ça, là. On dirait quasiment des petites roches. Puis c'est vraiment pas le fun à planter, là, parce que... Mais en fait, c'est ça, quand c'est plus petit, c'est difficile de les mettre dans les alvéoles là, correctement, puis en bon nombre. Mais... Faut pas en mettre plus qu'une ou deux par... Ça fait que là, quand t'en échappes 5, t'essayes d'en enlever, là, fait que c'est pour ça que c'est difficile, là. Fait que le défi de mettre pas plus qu'une graine par petite alvéole s'annonce comment? Pratiquement impossible. Quand on fait notre choix de semences, en fait, on essaye de les avoir les plus fraîches possibles. Donc, elles ont été récoltées l'année d'avant, à l'automne, et elles sont mises sur le marché au printemps suivant. Maintenant, il y a certaines semences qui doivent être très fraîches. On parle des oignons, surtout des poireaux, de la ciboulette. Toute cette catégorie-là a besoin d'avoir des semences vraiment fraîches. Les autres, on peut les garder quelques années. Évidemment, le taux de germination va diminuer, mais pour nous, le commun des mortels, c'est correct. On a juste à en semer plus. Est-ce que tu fais tes semis chez toi? Oui. Je plante, j'arrose, là, je les mets sur des tables et aussi j'ajoute des lumières UV. L'arrosage. C'est important de distinguer les différentes formes d'arrosage. Quand on débute nos semis, on y va avec une petite vaporisation, en profondeur toujours, mais il ne faut pas non plus que ça dégoûte et qu'on se retrouve avec des plateaux pleins d'eau. Nos plantes ne nagent pas, il ne faut jamais l'oublier. La chose la plus importante, c'est d'avoir de l'eau à température ambiante. Alors, si on est dehors à acclimater, on prend de l'eau fraîche, froide parfois, mais à l'intérieur, on la laisse reposer justement pour qu'elle prenne la température ambiante, pour qu'elle soit plus, moins frisquée. Les graines sont comme... C'est comme nous quand on est. C'est des petits bébés qui vont grandir comme nous, avec des soins que nous, on leur apporte, comme nos parents nous ont apporté à nous. Lorsqu'on veut faire des semis, il nous faut un terreau de qualité, stérile. C'est un terreau à semis. C'est écrit comme ça sur le sac.
Et c'est un terreau auquel on a rajouté de la perlite, justement pour être capable de garder le terreau léger, qu'il ne se compacte pas avec les arrosages et avec la croissance des plantes, là. Avec le projet vert, on apprend beaucoup sur les plantes et aussi juste la cuisine des fois même. Et comme travailler dans un jardin, tu sais, ça t'apprend à être autonome si toi-même t'aurais un jardin. Et c'est juste utile aussi. C'est juste des habiletés que tu devrais normalement avoir, juste comme pour t'aider dans la vie. Quand tu as travaillé pour le faire, ça donne encore plus envie d'y goûter puis de pouvoir comme récolter les fruits de ton dur labeur, là. Mais c'est sûr que ça donne le goût de... Puis aussi, en les faisant pousser, on se dit « Ah, ben là, quelle recette je prépare avec ça? » Puis on va peut-être les apprêter avec plus de soin puis aussi comme mettre plus de cœur dans ce qu'on fait, là. À Gaspé, Jean-Denis Laperrière de la télévision du Rocher-Percé s'entretient avec Patricia Leblanc au sujet de la 17e édition du pèlerinage Terre et Mer. Alors, le diocèse de Gaspé organise pour une 17e année le pèlerinage Terre et Mer. Et pour nous en parler, je suis en compagnie de sœur Patricia Leblanc. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, et toi? Oui, merci. Donc, le pèlerinage, on en est à la 17e édition. C'est quoi le pèlerinage Terre et Mer? Bon, le pèlerinage Terre et Mer a été conçu à la suite disons, comme beaucoup de gens voulaient faire Compostelle. Puis, un jour, on a monté la montagne de Carleton, puis on s'est dit, mon Dieu, comme c'est beau, il faisait une journée extraordinaire. Puis, on a prendre notre souffle, on s'est retourné de bord, puis on a vu Miguacha, puis c'était tellement beau la vue, là. Puis là, on a dit, mais comment est-ce que nous autres, on a tout ce qu'il faut pour faire un pèlerinage, puis on a les sentiers, on a les plages, on a tu sais, la nature, on a les montagnes, la mer. Puis là, ça commençait à mijoter dans notre tête. Puis après ça, on s'est décidé de se former en équipe. On a formé une équipe. Puis on a réfléchi sur la façon dont on va le faire. Puis on voulait faire le tour de la Gaspésie dans une seule fois, mais tu sais, on était trop ambitieux. On a réalisé qu'on ne pouvait pas faire plus qu'un secteur, puis on se donnait 7 jours pour le faire. Puis, ça a commencé comme ça. Puis, depuis 17 ans, normalement, ça ferait 19 ans, mais à cause de 2 fois, on a dû l'annuler. On était toutes prêts, mais on a dû l'annuler à cause du COVID. Mais là, cette année, on entreprend la 17e année. Et puis, on est connu beaucoup. Ça se parle de bouche à oreille, puis ça se parle par des petits montages comme tu fais. Ensuite, on fait de la publicité par l'Internet. Puis, on a des gens qui sont venus même de la France, des États-Unis, beaucoup de l'Ontario, Ottawa, Gatineau, beaucoup. Ensuite, Nouveau-Brunswick, puis dans tout l'environnement de Québec, beaucoup de gens, puis un peu de Gaspésiens. On voudrait bien que les Gaspésiens, disons, s'ajoutent à nous, mais on ne connaît pas trop la raison pourquoi, mais on pense que c'est parce qu'ils connaissent bien la Gaspésie, puis ils pensent que marcher à pied, ça leur apporterait peut-être pas plus que ce qu'ils font en voiture, mais c'est pas la même chose marcher la Gaspésie puis la traverser en automobile. Parce que la marcher, on a le temps d'observer aussi. Bon, marcher, là, il y a beaucoup disons, ce qui pousse les gens à venir faire le pèlerinage Terre et Mer Gaspésie-les-Îles, c'est parce qu'on a un côté, en plus de la marche, parce que ça intéresse beaucoup les gens, il y a tout un côté spirituel qui est développé.
Puis c'est pas lourd, c'est léger, mais ça permet aux gens d'entrer en eux autres mêmes, d'admirer la nature, parce que la nature parle de Dieu. C'est comme un cours naturel, comme on dirait. Puis les aiment beaucoup, beaucoup marcher dans la Gaspésie parce que la Gaspésie est un lieu privilégié parce qu'il paraît que j'ai entendu que la Gaspésie, c'est le plus beau coin du pays au monde au 3e rang par rapport au kilomètre carré. Ça fait que, quoi demander de plus? Hein? Alors, les gens viennent ils ont différentes raisons. Il y en a qui viennent pour marcher, mais en cours de route, ils marchent en dedans aussi. On les voit aller là, pendant la semaine. Ils sortent pas comme ils sont rentrés. À qui ça s'adresse, le pèlerinage terre-mer? Est-ce que c'est tout le monde qui peut le faire? Oui, c'est ouvert à tout le monde, puis on aimerait bien voir des jeunes, parce qu'on a une moyenne d'âge à peu près dans la soixantaine, disons. Des gens qui sont à leur retraite, qui ont plus de temps, il y en a qui organisent leurs vacances en fonction de ça, parce qu'on a choisi des dates, puis je vais vous dire pourquoi, c'est intéressant. On a choisi des dates où le touriste n'est pas encore là. La chaleur n'est pas non plus vraiment là parce que ça marcher des longues distances parfois. C'est un peu difficile. Ensuite, on a choisi entre la fête de Saint-Jean-Baptiste et du Canada de permettre aux gens de profiter des 2 fins de semaine pour avoir du temps pour pas trop manquer de travail ou faire d'autres choses, en tout cas. Puis, ça marche très bien, ça. On a décidé que c'était vraiment bien pensé, ça, ce bout-là. Là. Puis, ça s'adresse aux gens. Puis, s'il y a des gens qui veulent venir, dis-moi, moi, là, je ne veux pas faire le pèlerinage, je ne peux pas là, parce que je garde mes petits-enfants ou bien j'ai d'autres obligations. Mais par exemple, il y a une journée que je pourrais le faire, puis j'aimerais ça aller le faire. Pas de problème, nous autres. Tous les matins, on fait une inscription. On inscrit les gens, puis on accepte le monde qui se présente. Puis s'ils veulent faire juste la moitié d'une journée, ils peuvent le faire juste la moitié de la journée aussi. Ça dépend. C'est tout à fait libre. Alors, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup. On a hâte de vous voir. On vous aime. Merci. À Passepébiac, pas moins de 400 jeunes sont attendus au championnat régional scolaire de badminton. Et Valérie Pinault de Télévague est allée voir comment on se prépare à accueillir cette visite. Bonjour Gabriel. Bonjour. C'est quoi l'événement qui s'en vient au complexe sportif à Passepébiac du 22 au 24 mars? C'est les qualifications du régional, le championnat régional scolaire sur des qualifications vers le provincial. Donc, les gagnants de cet événement-là vont aller représenter la Gaspésie puis se frotter aux autres régions administratives du Québec, là, comme la Montérégie, l'Outaouais, la Beauce, etc., dans un collège à Montréal ou peut-être Québec, là, c'est encore à déterminer. Ça, c'est pour quel sport? C'est pour le badminton. Donc, ça fait quand même un certain temps qu'on roule notre boss à Passepébiac, le badminton, là, depuis 2009. Là. J'ai toujours voulu avoir un événement de marque là, à Passepébiac. Là, fait qu'on a pardonnez-moi l'anglicisme, là, on a un beau setup, une belle organisation ici à l'Arena. On aimerait ça la présenter. Ça va impliquer combien de jeunes qui s'en viennent ici? Mon Dieu, si on prend toute la ligue, je vais avoir la dernière inscription lundi, là, mais on devrait rouler dans le 375-400 jeunes, là, avec une 20-30 de coachs d'entraîneurs. Ils vont dormir où, toute cette gang-là? Ouais, ça, c'est à l'école. Il a fallu vraiment préparer les locaux de l'école. On n'a pas eu du monde comme ça à Passepébiac depuis, oh bon Dieu, on pourrait dire presque l'exode des années 90. Là. Mais si je peux me permettre, là, moi, j'irais remercier, comme les gens de secondaire sont habitués un peu plus, là, mais les enseignants du primaire, c'est un gros merci à ces filles-là. Parce que pour eux autres, là, c'est comme ça bardasse un peu leur routine, là, mais ils ont tous été polis, ils ont tous été gentils, ils ont tous été souriantes, puis ils ont été très accueillantes, puis ils sont bien contents de le faire. Puis on remercie ces gens-là. Il va y avoir plusieurs catégories? Oui, il y a Benjamin,
cadet puis juvénile, qui sont Benjamin secondaire 1-2, cadet secondaire 3-4, puis juvénile secondaire 5. Mais l'idéal, ce qui est unique, c'est que généralement, dans ces grandes compétitions-là, c'est qu'on doit diviser les catégories. Les cadets vont jouer, mettons, d'une école, ou le Benjamin va jouer dans... Tu sais, ça sépare la gang. Ce qui est le fun qu'on va avoir ici, puis qui est unique, je penserais, même je dirais, je ne l'ai pas vu dans des régionaux, moi, depuis que j'ai commencé, à part à Amqui, mais je dirais qu'on va avoir tous les matchs devant nous, réunis dans un seul gymnase, et puis les jeunes ne seront pas séparés. Fait que tout le monde va s'encourager, tout le monde va dans l'assistance, puis c'est quand même unique. Les jeunes ont le goût, là. On a une surface unique, approuvée par encore l'anglicisme, la Badminton World Federation, l'association de badminton mondiale. Fait que c'est une belle surface, ça colle. Les jeunes ont le goût, tous les jeunes ont le goût. Je dirais que depuis 2009 là, que je fais du badminton ici, il y a des parents qui vont s'impliquer. Si je peux soutenir, là, pas seulement les bénévoles, on peut parler des enseignants du primaire et du secondaire, mais on peut parler aussi de l'équipe de ménage. Il faut remercier ces gens-là, les gars qui montent l'aréna. Il ne faut pas oublier les gens dans l'ombre. Oui, moi, je fais ce que je fais, là, puis je l'organise, mais en arrière de tout ça, comme je viens de souligner, là, les bénévoles qui s'impliquent, les parents, mais les anciens jeunes, des anciens joueurs, des anciens gagnants ou non gagnants du passé, des joueurs de 2009, des joueurs de 2015, ils ont décidé de revenir puis de venir prêter main forte pour cet événement-là. Ils sont fiers. Hein? Les gens de Passepébiac, ouais. Ben, tu sais, c'est une fierté pour Passepébiac. Je dis Passepébiac, mais j'ai des jeunes de Port-Daniel, de Saint-Godefroy, de Hope, de toutes les municipalités qui sont là. Une belle équipe. 36 jeunes dans mon équipe. Puis 36 joueurs et joueuses. Okay. Puis les autres équipes, ça est un petit peu dans ces eaux-là aussi. Là. Mettons 25 à 30 joueurs par équipe. Bien, vos membres de votre club de badminton, ils ont-tu bien performé l'année passée au régional? Ah oui. J'ai chanceux. J'ai eu des joueurs vraiment de qualité. Là. On a mis beaucoup de temps, là, mais si je peux me permettre, là, on a déjà eu des... on a manqué aucun provincial. Ça veut dire qu'on a tout le temps eu une qualification provinciale depuis 2009. Ce qui est un élément de fierté pour Passepébiac. On a commencé à se qualifier au régional. C'était vraiment par la peau des dents là, au début. Mais avec les années, là, on a implanté ça. Mais si je peux me permettre, là, on a une équipe là, juvénile maintenant, mais qui ont eu un parcours fantastique, là, qui ont déjà gagné le provincial en double féminin cadet. Ils ont eu une médaille d'argent l'année passée. D'après moi, ils voudraient probablement se réessayer pour les honneurs cette année. Ça peut être plus difficile, on ne sait pas. Mais tu sais, gagner l'or contre les collèges privés de Montréal, ils ont quoi, 1 million de personnes sur l'île, ils peuvent comme trier beaucoup. C'est quand même une fierté pour la Gaspésie, pas seulement Passepébiac, mais la Gaspésie, de présenter des joueurs et des joueuses qui sont capables d'aller voler ou ravir des honneurs à des collèges privés. Là. Est-ce que la population est invitée à venir voir des matchs de badminton? Oui. Il va y avoir à peu près 800 bancs. Fait que oui, il y a de la place pour la population qui veut venir voir des matchs de badminton. Ça va être réservé, la surface va être réservée aux entraîneurs et aux joueurs actifs. Mais on a un bel auditoire. C'est ce qui est unique. Hein? On va avoir tous on va pouvoir regarder, un peu comme on voit sur les fameuses vidéos YouTube. T'as une caméra en arrière, puis tu peux voir un paquet de matchs. Là, ça ressemble à ça. C'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à la prochaine.